messieurs, merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de ces magazines à la une. Aujourd'hui, nous recevons le député national. Il est député national, il est avocat, maître avocat. Il est président du parti politique NBP. Lui, c'est Ambroise Kamoukouni. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est vous qui êtes notre invité aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler de l'actualité qui bouge à l'heure. Et aussi, il y a Bruno Tshibala qui a été investi il y a 2 jours. Nous allons parler d'un référendum qui serait en train d'être préparé par la majorité présidentielle pour revoir soit qu'il y aura élection ou pas. Et nous allons parler aussi de cette question de l'évasion des prisonniers de Makala. On accuse aussi la majorité présidentielle d'être derrière cette affaire. Et ces projets de loi proposés par Tambwe Mwamba, le ministre de la Justice, ça sera aussi parmi les éléments qui feront partie de notre discussion. Alors, nous commençons directement avec l'investiture de Bruno Tshibala. Rejeté par une frange de l'opposition, des députés de l'opposition, qui fustigent sa nomination, qui ne cadre pas avec l'accord du 31 décembre. Malheureusement, cette motion a été rejetée par la majorité des députés qui sont de la majorité présidentielle. Est-ce que vous êtes aussi maître avocat, quoi que vous soyez de la majorité présidentielle, vous avez un avis déjà, mais maître avocat, est-ce que la loi a été respectée? Dans l'accord, allais-je dire. De toutes les façons, à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agissait d'investir un gouvernement, on se réfère à la Constitution. Ici, la cérémonie d'il y a 2 jours est assise sur l'article 90 de la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un Premier ministre a été nommé, son gouvernement constitué, avant d'entrer en fonction, eh bien, le Premier ministre amène son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Et en ce moment-là, il présente un programme, son programme de gouvernement. Et sur base de ce programme, l'Assemblée nationale se prononce. Si le Parlement rejette le programme du gouvernement n'est pas investi. Lorsque le Parlement accepte ce programme gouvernemental, eh bien, la conclusion, c'est que le gouvernement nommé auparavant par le chef de l'État sur base de l'article 78, toujours de la Constitution, en ce moment-là, ce gouvernement peut commencer à travailler. Donc, depuis cette date du 16, le gouvernement Tshibala a été donc investi. S'agissant de l'accord ou de la motion qui a précédé, Koko Moulongo. Exact. Il y a une motion appelée incidentielle. Et vous avez pu remarquer qu'il y a eu 2 députés qui ont argumenté pour la motion. Il y a 2 autres députés. Je rappelle, ce sont les cadres de la majorité présidentielle. Tout à fait. Mais ce sont des députés. Comme ils sont des députés, et conformément à notre règlement intérieur, il y a eu 2 arguments pour, 2 arguments contre. Et comme vous avez pu le remarquer, la motion a été rejetée. En principe... Non, revenons d'abord. Est-ce que cette motion ne valait pas la peine? Est-ce que Bruno Tshibala est nommé en fonction de l'accord du 31 décembre? Il faut remonter en amont pour comprendre. Au départ, sur base de l'article 78, en principe, le chef de l'État nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire et en concertation avec celle-ci. Contredit par l'accord. Du point de vue de la politique, il y a eu des négociations directes de la SECO et il y a eu un arrangement particulier qui a été signé où il a été décidé que pendant la période qui nous sépare des élections, eh bien, le gouvernement devait être dirigé par un membre de l'opposition.
c'est dans ce cadre qu'il avait été demandé. Rassemblement. Oui. C'est dans ce cadre qu'il a été demandé que le rassemblement devait proposer le Premier ministre à être nommé. Et comme vous avez pu le constater, le rassemblement a proposé 5 noms. Ce n'était pas le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, chef de file au dialogue de la Senco, qui devrait du moins présenter soit si on pourrait présenter la liste des personnes qui seront soit la personne qui sera nommée. Moi j'ai lu et relu l'accord global inclusif qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous avez remarqué quelque part qu'on a mis le rassemblement dirigé par Félix Tshilombo Tshisekedi? Non, on a parlé du rassemblement. Si au niveau du rassemblement, les gens ne se mettent pas d'accord, s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, si ils n'ont pas un règlement intérieur, ils n'ont pas de statut pour savoir comment ils s'organisent, ça n'a rien à voir avec le président de la République. Si quelqu'un quitte une plateforme, il doit toujours engager celle-ci. Mais qui a quitté une plateforme? Bruno Tshibala, parce que Joseph Olengankoï, ouais, Roger Lumba, les consorts. Très bien. Comme vous le savez, le rassemblement a été créé en Belgique, à Genval. À ce qu'il me semble, Bruno Tshibala a été le porte-parole de ce rassemblement. Et Olengankoï a été membre du comité des sages. Et je vous fais remarquer qu'à Genval, Félix Tshisekedi n'était pas membre du comité de sages. Ça, vous devez le savoir. Et depuis lors, pour des raisons qui leur sont propres, certains membres du rassemblement se sont réunis pour introduire des innovations après la mort d'Étienne Tshisekedi, qui était le président attitré du comité des sages, qui au fait aurait pu décider ou aurait pu être l'interlocuteur valable de ces regroupements politiques vis-à-vis du chef de l'État. Cela n'a pas été fait. Et ça provoque des troubles où, dans le rassemblement, Olengankoï dit, nous ne voulons pas de modifications, nous restons comme nous avons été parce que nous avions déjà commencé le dialogue, il faut aboutir avec les mêmes structures. Mais ceux qui avaient préparé leur petit projet, bien sûr, voulant se servir eux-mêmes, ont créé d'autres structures que vous citez maintenant. Le président du rassemblement, le président du conseil des sages, et nous ne pouvons pas. Là, c'est leur organisation. Ça n'a rien à voir avec la majorité présidentielle, non plus de l'accord. Tout à fait. Alors, lorsque Bruno Tshibala, Olengankoï et consorts quittent le rassemblement, soit exclus de leur parti politique, qui font partie du rassemblement, sur ce point-là, le président de la République ne devrait pas engager ou bien avoir une discussion directe avec ces dissidents, si on peut dire comme ça. Messieurs les journalistes, vous vous rappelez qu'avant que le chef de l'État prenne la décision, il avait reçu les évêques. Et les évêques lui ont fait le rapport suivant. 98% de ce qu'il fallait faire a été fait. Il restait 2 points importants, dont la nomination du Premier ministre ainsi que la nomination du président du CESA, qu'il revenait au chef de l'État de décider parce que les évêques étaient incapables de trouver une solution. Pourquoi? Parce que les opposants réunis au sein du rassemblement ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Et le chef de l'État n'a pas décidé sans prendre des dispositions. Il a invité tous les opposants. Il a invité les représentants des autres composantes à le rencontrer. Et comme vous le savez, l'aile dissidente, c'est-à-dire celle dirigée par Félix Tshilombo Tshisekedi, ainsi que Pierre Lumbi, a refusé de se présenter. Et comme vous vous rappelez, là, le président avait invité 2 rassemblements. C'est pour cela. Il a invité parce que lui ne doit pas prendre position dans ce combat-là. En tant que grand de la nation, il a bien fait d'inviter tout le monde pour entendre le son de cloche de chacun. Parce que les gens semblent oublier que c'est le président de la République qui avait chargé la Senco de faire les bons offices.
Et en tant que mandataire, la Senco est venue lui rendre compte, donc lui remettre le mandat. Et ce mandat, le chef de l'État a choisi de l'assumer lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait écouter la classe politique. Il devait écouter la société civile, ou si vous voulez, les parties prenantes au dialogue pour comprendre. Olenganko, Tshibala, Lisanga Linganga, et ainsi que Félix Tshilombo et les autres. Il y avait invité aussi d'autres acteurs politiques pour les écouter afin de décider à bon compte. Et il faut remarquer, l'accord a été signé le 31 décembre. Destiné à quoi? À organiser rapidement les élections au plus tard en décembre. Mais nous avons perdu 3, 4, 5 mois dans les discussions. Pourquoi? Parce que chaque opposant voulait devenir Premier ministre. Et contrairement à ce que l'opinion voit, pendant la journée, les opposants tiennent un discours cohérent. La nuit, ce sont les mêmes qui introduisent leur dossier pour non, tel ne doit pas être Premier ministre, c'est moi qui dois être. Écoutez, ça c'est une guerre de positionnement devant laquelle le chef de l'État, en grand de la nation, ne pouvait pas du tout se laisser distraire. Je rappelle à notre public que vous êtes aussi professeur des universités. Alors, sur base de ces statuts, que je voulais vous poser cette question. L'accord du 31 décembre, le dialogue de la Senco a été organisé pour mettre fin à la crise. La nomination de Bruno Tshibala ne semble pas mettre fin à celle-ci. La crise persiste. Il y a toujours des mouvements politiques qui s'élèvent pour dire non à ce gouvernement qui est mis en place. La crise persiste. Bruno Tshibala est investi sous tension. Vous ne voyez pas ça, tout ça, si on doit analyser, ça ne crédibilise pas l'accord du 31 décembre. Qui a sa mission de mettre fin à la crise. Nous sommes au niveau de mettre fin à la crise de légitimité. La crise qui vient du fait que les élections n'ont pas été organisées dans le délai et qu'à ce titre, il y a de l'agitation politique. Mais nous sommes dans un système démocratique. Nous n'entendons pas instituer l'unanimisme. Le parti unique est mort. Nous n'allons pas interdire à ceux qui se sentent lésés de continuer à réclamer. Supposons que le chef de l'État ait accepté les vœux qu'une partie de l'opposition aimait, lequel veut de voir Félix Tshilombo nommé Premier ministre. L'équipe de Tshibala et de Olengankoy allait continuer à contester également. Il n'y a pas d'unanimisme. Ce qui nous importe, ce qui importe au chef de l'État, ce qui importe à la classe politique, c'est d'arriver rapidement aux élections, de mettre fin à cette crise. C'est une crise de légitimité au fait qui ne peut terminer qu'avec l'élection d'un nouveau président, l'élection des nouveaux députés, des nouveaux sénateurs, élection des nouveaux bourgmestres, ainsi de suite. Donc l'essentiel étant les élections, ceux qui aiment le Congo auraient pu privilégier quoi? L'organisation des élections. Que les élections soient organisées par Badibanga, que l'organisation soit soutenue par Tshibala. L'essentiel, c'est de permettre à la Commission nationale électorale indépendante d'organiser les élections qui puissent mettre fin à la crise de légitimité. En tant que professeur de droit constitutionnel, je vous rappelle que la crise de légitimité au Congo ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1960. Mais il y a des moyens pour mettre fin à ça. Oui, les moyens pour mettre fin à ça. Vous êtes des professeurs des universités, vous êtes là, vous allez mettre votre intelligence pour lutter contre tout ça. Oui, pourvu qu'on vous écoute. Mais il arrive que la classe politique congolaise est l'une des plus médiocres du monde. Parce que tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être Premier ministre, tout le monde veut être président de la République pour des intérêts égoïstes. Mais nous devons comprendre qu'on ne peut pas occuper un seul poste à 10 000. On ne peut pas faire un gouvernement de 10 millions d'habitants, 10 millions de membres du gouvernement.
pour diriger 60 millions d'entre autres. Non, il faut parvenir. Si aujourd'hui, par exemple, l'UDPS réunit la qualité des membres de l'UDPS à Tchibala, moi je m'en moque. Parce que personnellement, je connais Tchibala. J'ai été avec lui dans l'UDPS. Et il a continué à œuvrer. C'est l'un des fidèles d'Étienne Tshisekedi. La plupart de ceux qui parlent aujourd'hui de l'UDPS, ce ne sont que des arrivistes qui viennent d'arriver. Et c'est quoi cette méthodologie de voir quelqu'un s'est auto-exclu? C'est écrit dans quel statut? On ne peut pas s'auto-exclure en matière de partis politiques. Il y a non seulement les statuts, il y a aussi la loi qui organise le fonctionnement de l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Et il est déterminé quoi? Quand quelqu'un est dans une faute disciplinaire, il est pris en charge, on fait des enquêtes, on l'entend et on l'exclut. Cette histoire de déclarer un autre parce qu'il a un point de vue différent de vous, il est auto-exclu. Ça fait partie de quel droit ça? Apparemment, à la majorité présidentielle, il y a eu des cas pareils avec les G7. Ah non, pas du tout. Les G7, pour revenir au G7, le G7 est devenu très propre devant l'opinion publique. Mais l'opinion publique oublie que les G7 n'est rien d'autre que les membres de la majorité présidentielle qui ont géré le pays depuis Mobutu Sese Seko. Apparemment, cette opinion ne veut pas seulement voir encore Joseph Kabila, le président de la République, à la tête du pays. C'est pour cela, si vous êtes avec lui, même si vous êtes traité d'un voleur, d'un aventurier, mais au moment où vous changez de camp, vous quittez la majorité présidentielle, vous partez à l'opposition, il y a une certaine opinion qui vous acclame parce que vous avez quitté les camps qui soutiennent le président de la République. Certains pensent ça. Ok, c'est ce que je disais, que la masse a la mémoire courte. Dans ce pays, nous ne sommes pas au premier régime. Il faut se souvenir, lorsque le 17 mai 1997, nous avons vu entrer dans ce pays des Kadogos habillés avec des sabots. Qui n'a pas couru derrière les Kadogos pour leur donner de l'eau, pour leur partager à manger, parce qu'on estimait que la misère du peuple congolais arrivait à la fin. Aussi parce qu'ils avaient chassé Mobutu, le dictateur. Exact. Mais est-ce que ce n'est pas la même AFDL qui a pu être reniée moins de 2 ans après? Mais parce que la dictature s'installait avec l'interdiction de partis politiques. Voilà. Avec Mouzé toujours. Doucement. Les mêmes personnes qui avaient géré avec Mobutu. Les mêmes personnes qui ont géré avec Mouzé, les Rwandais Désiré Kabila. Les mêmes personnes qui ont géré, et parfois à la place de Joseph Kabila. C'est ça le G7. Vous avez oublié? Alors, vous pensez qu'ils sont devenus blancs parce qu'ils ont quitté la majorité présidentielle? Non, revenons. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont vraiment quitté cette majorité présidentielle? Revenons à l'investiture de Tchibala. Okay. Vous avez voté son programme qui a été présenté devant les élus du peuple. Est-ce que vous pensez que Bruno Tchibala, avec son programme, il va relever les défis, organiser les élections en décembre 2017? Bruno Tchibala mettre fin à l'insécurité aussi, revoir les sociales et l'économie. Oui, il a développé son programme sur base des axes déterminés à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce sont les axes également rappelés par le chef de l'État au Congrès, la réunion de 2 chambres parlementaires. Et il a rappelé notamment les sociales, bien entendu, qu'accompagne heureusement la relance de l'économie, la sécurité et avec en priorité les élections. Donc, Bruno Tchibala lui-même a dit qu'il n'avait pas un nouveau programme en dehors des axes qui lui sont prescrits, par l'accord à son gouvernement, qui ont été remarqués par le chef de l'État. Mais maintenant, vous me posez la question, s'il va réussir, pourquoi il ne réussirait pas? Parce que Tchibala n'a pas dit qu'il est magicien. Il a bien dit dans son discours
qu'il fait appel à l'apport de tout le peuple congolais. Or, j'ai l'impression que les gens veulent que Tchibala relève le défi seul. Non. Prenons le cas de relever l'économie, relancer l'économie. Il faut mobiliser les recettes. Pour mieux mobiliser les recettes, Tchibala a montré quelques pistes. Parmi les pistes, combattre la contrebande, la fraude, ça permet de faire quoi? De pouvoir alimenter les trésors publics. Les Congolais sont habitués au discours. Ils les sont concrets, habitués au discours. c'est les concrets qui... oui, c'est ça, sur lesquels qu'attendent les Congolais. J'attire, en tant que Congolais aussi, j'attire l'attention du Premier ministre Tchibala et de son gouvernement sur l'applicabilité des discours. Il faut passer aux choses sérieuses. Ce pays peut mobiliser suffisamment de ressources. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Nous autres qui avons créé un parti politique dénommé Notre Beau Pays, qui fait parfois sourire. C'est parce que nous avons un pays immensement riche, mais dont la gestion, qui dépend des hommes, et des hommes habituellement immoraux, doit être redressée. Nous avons besoin d'une gouvernance magnifique qui permette la mobilisation de recettes. Parce que Tchibala ne va pas faire des miracles. Il faut qu'il mobilise des recettes. Nous devons l'aider à le faire. En effet, mais je disais, en soutenant sa politique, en l'aidant à mobiliser les recettes, au lieu que ceux qui travaillent à la douane, ceux qui travaillent dans d'autres services générateurs de recettes, au lieu de se mettre ce qui revient au trésor public dans les poches, ils doivent le mettre dans la caisse de l'État pour faciliter qu'il y ait suffisamment de recettes. Mais ce qui est plus attendu avec le gouvernement Bruno Tchibala, ce ne sont pas beaucoup plus la relance économique et sociale, tout et tout. Mais ce qui est attendu, c'est que le peuple attend de Tchibala, c'est ramener le pays aux élections. Ah, mais bien entendu. Oui, bien entendu. Attention. On dit toujours ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens veulent bien aller aux élections. Mais comme tu as entendu, il y a des protestations partout. Les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, ils disent que le salaire qui leur était payé ne vaut plus rien avec la dévaluation de notre monnaie. Si Tchibala n'arrête pas ça, vous croyez que les gens sous tension vont aller en paix aux élections? Non, il faut que ça aille de pair. Là, apparemment, c'est un guet-apens à placer contre Bruno Tchibala pour qu'il n'arrive pas à organiser les élections. Des charges pareilles qu'il doit réaliser dans 7 mois. C'est pas facile. Mais j'ai l'impression que nous ne parlons pas sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas un guet-apens. On suggère seulement à Tchibala amener nos élections le plus tôt possible. Mais pour mieux aller aux élections, nous devons avoir un ventre plein. Nous devons payer les loyers, nous devons payer les études de nos enfants. Pour cela, les fonctionnaires de l'État, ceux qui travaillent à la mobilisation de recettes, doivent changer de mentalité. S'ils ne changent pas d'eux-mêmes, il faudra les forcer à changer de mentalité. Pendant 5 ans, la majorité présidentielle n'a pas organisé les élections, mais vous demandez à Bruno Tchibala de relancer l'économie, de revoir les sociales, de revoir la sécurité du pays et aussi d'organiser les élections. Vous ne voyez pas qu'il y aura une charge lourde qui sera peut-être difficile à réaliser dans les 7 mois. Mais je crois que le gouvernement géré par la majorité présidentielle a fait ses preuves. Qui n'a pas admiré la façon de gérer des Matata Pognon? Même les institutions avec ces routes financières internationales. Avec ces routes laissées, les routes qui sont pratiquement... oui, les routes que vous trouvez aujourd'hui, vous les aviez impraticables. Du temps de Mobutu Sese Seko. Vous avez vu ces routes-là? Et demandez à vos amis qui reviennent d'Europe, qui reviennent d'Amérique, s'ils retrouvent facilement les maisons de leurs parents. Quand ils traversent l'Limité, par exemple, ils ne savent plus où se trouve la première rue, la deuxième. Les sociales. Lorsqu'ils arrivent sur
le oui, social. mais bien entendu, les points faibles de cela, c'est que le social n'a pas été... Le chef de l'État l'a répété plusieurs fois. On a connu le phénomène Koulouna avec majorité présidentielle à la tête du pays. Ah, l'insécurité. Les Koulouna, vous voulez dire que c'est la création de la majorité Non, présidentielle? pendant la période où la majorité présidentielle... Ce sont des faits sociaux, papa. gère. Ce sont les faits sociaux. Et moi, je vous dis tout de suite que lorsqu'on trouve des mendiants au Congo, les gens ont envie de croire qu'il n'en existe pas en Europe. Mais allez-y, vous trouverez les gens en train de mendier, d'attendre quelques pièces d'or, quelques pièces d'argent. L'insécurité au Kasaï central, c'est pas l'opposition qui mettra fin à ça parce que c'est l'affaire de la majorité présidentielle. Ben, je ne vais pas entrer dans l'incrimination des gens, mais vous savez bien qu'au Kasaï central et au Kasaï en général, le gouvernement a mis en place une stratégie qui est en train de réussir. L'affaire Kamouina Nsapou est terminée. C'est-à-dire la mort de Kamouina Nsapou et l'arrangement avec sa famille biologique ainsi que ses véritables miliciens est terminé. Ce qui persiste maintenant au Kasaï, c'est le phénomène Kamouina Nsapou. Donc, il faut faire la distinction entre l'affaire Kamouina Nsapou et le phénomène lui-même. Le phénomène qui est resté, c'est que tout le monde s'autoproclame Kamouina Nsapou. Il a un petit litige, un compte à régler avec son voisin, et il réquisitionne des jeunes gens à qui il fait porter des bandelettes rouges, ils deviennent Kamouina Nsapou, ils commencent... Non, ce banditisme-là va être arrêté. À 30 secondes, avant que nous puissions quitter cette rubrique ou ces thèmes, dites-nous, est-ce que Bruno Tshibala va relever facilement les défis Quel défi? Les défis d'organiser les élections, le social des Congolais, l'économie et la sécurité. Nous avons confiance. Tshibala n'est pas seul. Il est entouré d'une équipe de première force. Nous comptons sur cette équipe. Mais nous comptons aussi sur la population congolaise, sur son sens élevé. Ce sont des citoyens. Ils doivent agir comme des citoyens pour faciliter la tâche à Tshibala. Nous continuons à nous plaindre pendant que personne ne propose des voies et moyens qui puissent nous permettre d'aller vite. Nous avons perdu 5 mois dans les discussions. Je vais être Premier ministre. Je vais être Premier ministre. Mais est-ce que nous avançons ou nous reculons? Un de vos proches, un ancien membre de NBP, oui. Aujourd'hui, nous l'avions vu proche de Tshibala. Il est ministre délégué proche du Premier ministre. Selon certaines informations, il est délégué de NBP. Donc, vous lui avez placé là pour le compte de votre parti politique. Nous voulons avoir ces confirmations. Non, vous voulez peut-être avoir le démenti. Vous voulez parler du professeur Thiban Nkalala. Thiban Nkalala, c'est un ancien président national du NBP. Il a fait un mandat de 5 ans. Et notre congrès qui s'est tenu le 6 février 2016 a mis fin à ses fonctions. Le nouveau président national du NBP, c'est moi-même qui vous parle. Nous n'avons délégué personne à ce niveau-là. Le NBP n'est pas membre du gouvernement et vous l'avez dit, monsieur le professeur Thiban Nkalala, c'est un proche parent du Premier ministre Tshibala. C'est à ce titre qu'il est son ministre délégué et il ne représente nullement le NBP. Il n'y a pas de dédoublement dans la déclaration des gens. Il y a des dédoublements lorsque il y a 2 partis politiques différents qui portent le même nom. Le NBP est un. Il est unique. Le NBP qui a été enregistré, qui a un seul arrêté, dont Thiban Nkalala était président national, c'est le même NBP dont je suis aujourd'hui président national. Selon la loi, et j'en viens, selon la loi, selon nos statuts, et les Congolais se réunissent le 6 février, et les résolutions, selon la loi du Congrès, ont été légalisées à l'hôtel de ville. Ces mêmes résolutions ont été communiquées au ministère de l'Intérieur qui en a pris acte. Et les mêmes résolutions sont auprès de toutes les institutions de la République, y compris la CENI.
Et si M. Chibankala continue à se déclarer président du parti, nous n'allons pas lui fermer la bouche. C'est dans la liberté. Mais pour être président d'un parti politique, on a besoin des pièces et il a été exclu justement pour déviationnisme. Il a été appelé à se présenter devant la commission de discipline. Il ne s'est jamais présenté jusqu'à ce jour. Il ne peut donc pas se prévaloir d'être président de NBP à moins qu'il en crée un autre sur base de la loi relative au parti politique. Il ne l'a pas chassé. Oui, sur base de quel article des statuts de l'UDPS où on a marqué auto-exclusion. Ça n'existe pas ça. C'est de la blague. Voilà, un référendum serait en vue d'être organisé par la majorité présidentielle. Vous savez, séparons les deux choses. Parlons d'abord du référendum, ensuite de la tentative de révision de la Constitution à travers la Cour constitutionnelle, pour qu'on se mette d'accord. S'agissant du référendum, moi je l'apprends par voie de presse. Je suis membre de la majorité présidentielle. Nous n'avons jamais siégé là-dessus. Et personne n'a dit qu'on va organiser le référendum. Et l'opposition a l'habitude de chercher des petites bêtes. Comme ils sont incapables de proposer quelque chose de valable, ils s'allient à n'importe quoi pour faire des déclarations de ce genre. Le porte-parole, j'en viens, le porte-parole de la majorité présidentielle, répondant à une question de la presse, il a dit le référendum, c'est un droit constitutionnel. C'est-à-dire que parmi les droits constitutionnels, il existe le droit d'aller au référendum. Cela ne signifie pas. Mais qui a parlé qu'on va aux élections? Nous parlons en français. Atoun répond à une question. Oh, vous êtes soupçonné de vouloir aller au référendum. Mais pour faire quoi au référendum? Joseph Kabila et ses pairs se préparent à aller aux élections le plus tôt possible. Et les élections que nous allons remporter. C'est ça le problème. Parce que, mais vous n'avez pas le droit de nous demander aujourd'hui qui sera notre candidat. Ça, c'est le secret politique. Nous aurons le temps, lorsqu'on aura appelé les candidatures, on aura appelé les électeurs. En ce moment-là, nous vous présenterons notre candidat président de la République. Nous vous présenterons nos candidats députés nationaux. Nous vous présenterons des candidats députés provinciaux. Mais tant que cela n'est pas fait, pourquoi voulez-vous que tout le monde se réveille un petit matin? Moi, je serai candidat président aux élections. Pour faire quoi? Pour commettre des infractions? Afin de dire non, moi on m'arrête parce que je vais devenir président. Non, non, non. Nous avons le temps. Le référendum, oubliez ça. Nous n'avons pas besoin de faire le référendum. Nous attendons les élections où nous allons changer la classe politique. C'est votre point de vue et non non, c'est le point de vue. Mais j'ai fait partie de la majorité présidentielle. Quand est-ce que la majorité s'est réunie sans que moi aussi je sois informé que nous allons au référendum? Non, nous n'allons pas au référendum, nous attendons des élections. Les élections présidentielles, les élections législatives, les élections locales, où nous allons devoir démontrer. Nous avons déjà créé une centrale électorale, vous le savez, et nous nous préparons minutieusement. Pendant que vous bavardez, nous on se prépare. De telle sorte que le jour où Tchibala demande... le rassemblement où les consorts bavarder, c'est ça? Non, vous bavardez, vous ne faites que bavarder. Les gens du rassemblement... Il ne faut pas me mettre dans le vous du rassemblement. Non, non, la presse aussi bavarde trop. Le jour où Nanga nous appelle aux élections, nous serons présents et nous allons remporter le suffrage. C'est ce que nous avons à faire. C'est pour cela que vous voulez diviser l'opposition pour mieux régner. Mais nous n'en avons pas comme charge de réunifier l'opposition. Ce n'est pas notre devoir. Si l'opposition se disperse davantage, tant mieux. Qu'elle se disperse et qu'elle se détruise. Parlons de la loi plutôt. Rentrons à la loi. Et beaucoup de gens, y compris des députés, parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Le projet de loi, ce n'est pas une proposition. Le projet de loi, en étude aujourd'hui au Parlement, veut parler du quorum des sièges. Le quorum des sièges
et se corrompre, ou quand une juridiction se réunit pour trancher, à combien de membres? C'est ainsi, par exemple, que devant les tribunaux de grande instance, pour que les juges tranchent, ils doivent être au nombre de 3. Dans d'autres pays où il y a des cours constitutionnels, il y a le siège qui réunit les juges à 3 membres. Souvent, des choses comme ça sont faites pour éviter des blocages. Nous avons connu une affaire importante où la Cour constitutionnelle devait siéger à cause du fait que le siège, déjà la Constitution ne fixe pas le nombre de membres qui doivent siéger. La Constitution dit que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres nommés par le président de la République selon la répartition qui est faite. 3 de son propre chef, 3 proposés par le Parlement, 3 proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça ce que l'opinion doit savoir. Rien n'a décidé de toucher, personne n'a décidé de toucher à cela. Mais quant à savoir à quel nombre on siège minimum, ça là, ça ne relève pas de la Constitution, ça relève de la loi. Pourtant, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Pourquoi on détermine le nombre de sièges? Pourquoi le nombre de sièges doit être le moins possible pour éviter des blocages? Si on fixe par exemple que les juges de la Cour constitutionnelle doivent siéger absolument à 9, alors si un des membres est malade, s'il est empêché, on arrive que la Cour ne sait pas siéger et ne sait pas trancher. Il y a eu des affaires importantes où certains membres de la Cour constitutionnelle se sont débinés. En principe, ils auraient pu être poursuivis pour déni de justice. Pourquoi? Parce qu'un juge doit s'assumer. Il faut aller siéger, quitte à donner son point de vue. Parce qu'il est prévu ce qu'on appelle la publication de l'avis dissident. Pourquoi? Je dois d'abord expliquer cela parce qu'il faut que les gens comprennent. La loi tend à considérer que si la Cour constitutionnelle composée de 9 membres, si 5 personnes, 5 juges sont présents, la Cour peut siéger valablement pour éviter dans l'avenir que la Cour soit bloquée de siéger parce qu'il y a certains membres qui ont été empêchés. Donc, ça n'a rien à voir avec la révision de la Constitution. Certains députés de l'opposition disent que si aujourd'hui la Cour doit siéger à 5, ouais. Cela démontre déjà que s'il y a une loi qui doit passer, ou il y a un élément qui doit passer à la Cour constitutionnelle qui siège au nombre de 5, et si 3 votent oui, donc c'est-à-dire ça passera, alors les 3 souvent sont nommés par le président de la République, c'est-à-dire à tout moment il doit agir pour le compte de la majorité présidentielle. Nos amis ne manquent pas d'imagination. Les membres de la Cour sont tous nommés par le chef de l'État. Ça, il faut vous le dire. Mais ils sont inamovibles. Une fois qu'on les a nommés, on ne les révoque pas. Ça, vous devez le savoir. Et nos amis cherchent toujours des bêtes noires pour meubler le discours. Non, allons aux élections. Mettons la main ensemble. Soutenons le gouvernement en place. Qu'ils parviennent à nous organiser rapidement les élections, que le peuple tranche, que les nouveaux acteurs politiques entrent en jeu et que justement la Cour constitutionnelle actuelle qui aura été nommée par Joseph Kabila, quand ils auront à devoir valider l'élection de notre président que Joseph Kabila, que vous n'ayez plus à dire ils l'ont appuyé parce que c'est lui qui les a nommés. Non. Parce que même aux États-Unis d'Amérique, les juges de la Cour suprême de justice sont toujours nommés par le chef de l'État. Nous sommes à la fin. Pourquoi voulez-vous que ça change ici? Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Ouais. Alors, nous avons tous appris la nouvelle de l'évasion des prisonniers de Makala. Certains disent que il y a de mains noires derrière tout ce qui se passe en dehors de Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala et consorts. Quel est votre point de vue? C'est quoi la main noire? On a trop d'imagination. On a assisté à une invasion en masse. Même des bandits de grands chemins circulent à travers la ville.
Au lieu d'aider les forces de l'ordre à récupérer ces bandits, on passe le temps à accuser les chefs de l'État, la majorité présidentielle. Quel est l'intérêt que les chefs de l'État auraient à organiser l'invasion des bandits de grand chemin? Pour qu'on lui ajoute plus de pouvoir à travers des bandits? Pour qu'on dise qu'il n'y aura pas élection parce qu'il y a Non, l'insécurité. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ces bandits seront récupérés et leur fuite n'empêchera pas aux élections de se tenir. Alors pourquoi le ministre de la Justice doit parler de prisonniers emblématiques? Ah, c'est vous qui avez inventé le terme. Demandez à l'opposition ce que c'est les prisonniers emblématiques. Moi, je dois vous dire que je suis toujours épaté par les Congolais. Ils savent trouver des phrases, ils savent trouver des mots pour signifier ce qu'ils veulent bien entendre. Il me paraît que les prisonniers emblématiques, ce sont ces hommes politiques qui ont été arrêtés pour quelque raison que ce soit. Ils sont emblématiques. Et pour cela, comme ils sont politiciens, ils doivent être dehors. Personne ne peut les poursuivre. Ceux qui vont aller avec les mineurs. Eux restent toujours là, les prisonniers emblématiques. Mais s'ils n'ont pas eu suffisamment de force pour courir comme les autres, ils peuvent qu'être là. Et puis on ne vous a pas dit que tout le monde a couru. Et puis les personnes emblématiques, on sait où ils sont. On pouvait aller les récupérer plus facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la prison est tellement bien sécurisée avec cette évasion en masse. Donc il y a toujours des questions à se poser. Mais lorsqu'il y a une force extérieure qui arrive, qui ouvre le feu, qui ouvre les portes des prisons, vous voulez que les prisonniers refusent de sortir? Où était la sécurité? En ce moment-là, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas membre de la sécurité. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Vous vous posez aussi des questions? Oui, je me suis posé des questions, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que ces agresseurs puissent neutraliser les forces qui étaient sur place et libérer les prisonniers? C'est une question qui inquiète, mais à laquelle moi je n'ai aucune réponse. Vous avez un autre mot à ajouter? Le mot à ajouter, c'est d'inviter la classe politique à souhaiter aller aux élections, de cesser la distraction inutile. Allons aux élections. Il n'y a pas de référendum. En quelle année? En décembre 2017? Oui, c'est Tchibala qui va nous le déterminer en concertation avec Nanga, en concertation avec Sensa. Non, nous y croyons jusqu'à nouvel ordre. Comme vous avez pu le constater, la CENI est en train de progresser de façon spectaculaire. Il a déjà dépassé les 22 millions d'électeurs. Certains parlent de ces référendums, excusez-moi, ces enrôlements, c'est pour que, après l'enrôlement, qu'on puisse parler du référendum et puis... Mais qui leur a dit ça? Qui leur a dit qu'on fait l'enrôlement pour aller au référendum? Ça fait rire quand même. On fait l'enrôlement pour déterminer le nombre de sièges par circonscription électorale. Et on ne détermine pas le nombre de sièges pour le référendum. Donc cessez de nous distraire. Allons de l'avant. Soutenons Nanga, soutenons Tchibala, retrouvons-nous aux élections, renouvelons la classe politique. Merci professeur. Je rappelle que vous êtes président du NBP et député national pour le compte de la majorité présidentielle, professeur des universités. Merci de nous avoir reçus chez vous ici au bureau pour que nous puissions discuter sur les questions d'actualité. Je dis aussi merci à vous qui avez suivi cette émission. Restez toujours branchés et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.